Il y a un trou dans l'histoire, un vide de 70 ans que personne n'arrive à expliquer complètement. Une période durant laquelle le monde a changé d'une façon qui ne correspond à aucun récit officiel. Une époque dont nous avons étrangement peu de documents, peu de témoignages, peu de preuves directes. Et pourtant, quand cette période s'est terminée, tout était différent. Entre 1780 et 1850, quelque chose s'est produit. Quelque chose de si vaste, si dévastateur, si total que cela a effacé une civilisation entière et en a substitué une autre. Quelque chose que les survivants, ou peut-être les nouveaux arrivants, ont décidé de ne pas raconter. Quelque chose qui a été enterré avec les villes qu'il a ensevelies. Quelque chose que nous appelons le reset. Ceci n'est pas une théorie du complot, c'est un schéma. Un schéma qui émerge quand tu compares les cartes, les photographies, les registres démographiques, les documents de construction, les chroniques de l'époque. Un schéma trop consistant pour être une coïncidence, trop global pour être local, trop synchronisé pour être naturel. Dans les prochaines minutes, je vais vous guider à travers les preuves. Pas des interprétations, pas des spéculations, mais des faits documentés que l'histoire officielle n'arrive pas à expliquer. Des faits qui pointent tous dans la même direction, vers une catastrophe oubliée, vers un monde effacé, vers la vérité qui gît enterrée sous les rues que nous empruntons chaque jour. Préparez-vous parce que ce que vous allez découvrir changera pour toujours la façon dont vous regardez le passé. Commençons par les cartes. Prenez un atlas européen de 1750. Ouvrez-le à la page de l'Asie, vous verrez quelque chose qui n'existe dans aucun atlas moderne. Un territoire immense qui s'étend de l'Europe orientale jusqu'à l'océan Pacifique, étiqueté d'un seul nom, Grande Tartarie. Ce n'était pas une désignation vague pour des terres inconnues. Les cartes montraient des villes, des fleuves, des chaînes de montagnes, des brontières précises. Samarcande, Boukhara, Tobolsk, des centaines d'établissements avec des noms et des positions spécifiques. La Tartarie était cartographiée avec la même précision que la France, l'Angleterre, l'Espagne. Maintenant, prenez un atlas de 1850, seulement 100 ans plus tard, la Tartarie a disparu. Complètement. Les mêmes territoires sont maintenant étiquetés comme Empire russe, Empire chinois, Perse, divers khanates. Le nom Tartarie n'apparaît plus nulle part. 10 millions de kilomètres carrés effacés en moins d'un siècle. L'histoire officielle n'offre pas d'explication. Il n'y a eu aucune grande guerre documentée entre la Tartarie et ses voisins. Il n'y a eu aucune conquête graduelle enregistrée dans les chroniques. Il n'y a eu aucun traité qui ait redessiné les brontières. La Tartarie a simplement disparu comme si elle n'avait jamais existé. Mais les cartes ne mentent pas, du moins les anciennes, et ces cartes montrent clairement que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle existait un empire que nous ne reconnaissons pas aujourd'hui. Un empire dont l'architecture, dont la technologie, dont l'existence même a été effacée de la mémoire collective. Qu'est-il arrivé à la Tartarie et pourquoi personne n'en parle? La réponse pourrait se trouver dans une année spécifique, 1816, l'année sans été. En 1816, quelque chose a obscurci le soleil. Les températures se sont effondrées dans tout l'hémisphère nord, des gelées ont détruit les récoltes en Europe en juillet, des famines ont dévasté des régions entières, un nombre incontable de personnes sont mortes de faim. L'explication officielle est l'éruption du volcan Tambora en Indonésie, une éruption massive qui aurait lancé des cendres dans l'atmosphère, bloquant la lumière solaire et refroidissant la planète. C'est une explication élégante, simple, rassurante, mais les données ne la soutiennent pas complètement. Les strates géologiques en Europe ne montrent pas de dépôts de cendres volcaniques suffisants pour expliquer un refroidissement aussi drastique. Les schémas atmosphériques de l'époque ne correspondent pas au modèle de dispersion volcanique. Et surtout, les effets ont duré trop longtemps et étaient trop intenses pour une seule éruption, aussi grande soit-elle. Certains chercheurs ont proposé des explications alternatives, des impacts de météorites, des explosions atmosphériques, des événements solaires. Mais aucune de ces théories n'a jamais été acceptée par la science mainstream. Et si la cause était différente? Et si 1816 n'était pas le début de la catastrophe, mais sa phase finale, la dernière vague d'un événement qui avait commencé des décennies précédentes? Regardons ce qui s'est passé dans les décennies précédentes 1816. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Entre 1780 et 1815, l'Europe a été dévastée par des guerres continues. La Révolution française, les guerres napoléoniennes, des conflits qui ont redessiné le continent entier. Mais ces conflits ont des caractéristiques étranges que les historiens discutent rarement. Les batailles napoléoniennes, selon les registres officiels, impliquaient des centaines de milliers de soldats. Austerlitz, Borodino, Leipzig, Waterloo, des chiffres énormes pour l'époque.
Et pourtant, quand tu regardes la démographie européenne de la période, quelque chose ne colle pas. Les populations des villes européennes, selon les recensements de l'époque, étaient relativement petites. Paris avait peut-être 500 000 habitants, Londres un peu plus. Comment ces nations pouvaient-elles mobiliser des armées de centaines de milliers d'hommes sans vider complètement leur ville? Et où sont les cimetières de guerre? Où sont les fosses communes qui devraient contenir les centaines de milliers de morts? Certains existent, bien sûr, mais pas en proportion des chiffres officiels. C'est comme si les chiffres avaient été gonflés, ou comme si quelque chose de différent s'était passé, quelque chose que les guerres servaient à masquer. Certains chercheurs ont proposé une théorie inquiétante. Les guerres napoléoniennes n'étaient pas des guerres de conquête au sens traditionnel, c'étaient des opérations de nettoyage, la phase finale d'une catastrophe qui avait déjà dévasté le continent, un moyen d'expliquer la destruction déjà survenue en l'attribuant à des causes humaines plutôt qu'à quelque chose de plus difficile à accepter. C'est une théorie extrême, mais elle explique certaines anomalies. Pourquoi des villes comme Moscou ont-elles brûlé si complètement? Pourquoi des régions entières ont-elles été dépeuplées? Pourquoi, après les guerres, a-t-il fallu reconstruire presque tout? Si vous voulez continuer à explorer ces preuves, abonnez-vous à la chaîne. Activez maintenant la cloche, ce qui vient après est encore plus inquiétant. Parlons maintenant de la boue. Dans des dizaines de villes à travers le monde, les rez-de-chaussée des bâtiments historiques sont sous terre. Pas des sous-sols conçus comme tels, mais des rez-de-chaussée enterrés. Des fenêtres qui regardent maintenant contre des murs de terre. Des portes qui s'ouvrent sur rien. Des escaliers qui descendent vers des rues qui n'existent plus. Saint-Pétersbourg, Moscou, Varsovie, Prague, Vienne, Paris, Rome, Édimbourg, Boston, Chicago, San Francisco, Melbourne, la liste continue pour des centaines de villes. L'explication officielle varie d'un lieu à l'autre. Surélévation des rues pour améliorer le drainage, accumulation naturelle de débris au cours des siècles, restructurations urbaines qui ont modifié les niveaux des rues. Mais quand tu compares ces explications, des problèmes émergent. La profondeur de l'ensevelissement est étrangement uniforme, entre 1 et 3 mètres dans presque toutes les villes. Le matériau qui couvre les étages inférieurs n'est pas du débris urbain accumulé au fil du temps, mais de l'argile compacte, de la boue solidifiée, du sédiment homogène et surtout l'ensevelissement s'est produit à la même période dans toutes les villes, entre la fin du XVIIIe et le milieu du XIXe. La même fenêtre temporelle, la même profondeur, le même type de matériaux. Ce n'est pas une accumulation naturelle, ce n'est pas une restructuration urbaine, c'est une catastrophe, un événement qui a déposé des mètres de boue à l'échelle mondiale, un déluge non pas d'eau, mais de terre, une inondation de sédiments qui a enseveli le rez-de-chaussée de chaque bâtiment, qui a rempli les rues, qui a effacé le niveau sur lequel la civilisation précédente marchait. D'où venait cette boue? Une théorie propose des explosions non pas volcaniques, mais d'un autre type, des explosions qui ont levé le sol dans l'atmosphère, qui l'ont mélangé avec de l'eau, qui l'ont fait retomber comme une pluie de boue. Des explosions multiples, synchronisées, qui ont couvert des continents entiers en quelques heures ou jours. Une autre théorie propose un tsunami de boue, une vague globale causée par quelque événement géologique ou cosmique, une vague qui a transporté du sédiment des océans vers l'intérieur, qui a submergé les plaines, qui s'est retirée en laissant des couches d'argile partout. Il y a aussi ceux qui parlent d'un changement dans l'axe terrestre, un déplacement des pôles qui aurait causé d'énormes marées, des tremblements de terre, des éruptions simultanées, un cataclysme planétaire qui aurait redessiné la géographie elle-même. Et puis, il y a les preuves de chaleur extrême. Dans certaines villes, lors de fouilles archéologiques au XIXe siècle, on a trouvé des briques fondues, des pierres avec des signes de vitrification, la transformation en verre qui se produit seulement à des températures supérieures à 1200 degrés, du métal cristallisé de façon qui suggère une exposition à une chaleur intense et soudaine. Ce ne sont pas des signes d'incendie normaux. Les incendies urbains normaux n'atteignent pas des températures suffisantes pour fondre des briques ou vitrifier de la pierre.
ce sont des signes de quelque chose de beaucoup plus puissant, quelque chose de similaire à ce que nous appellerions aujourd'hui une explosion nucléaire ou un impact cosmique. Autour de nombreuses villes européennes existent des lacs parfaitement circulaires, trop ronds pour être naturels, trop uniformément distribués pour être des coïncidences. Certains géologues les classifient comme des dolines karstiques, mais leur forme, leur distribution, leur profondeur suggèrent quelque chose d'autre, des cratères, d'impacts ou d'explosions remplis d'eau au cours des siècles. Si tu traces la position de ces lacs sur une carte, des schémas émergent, des lignes, des grilles, comme si quelque chose avait frappé la Terre en suivant des trajectoires précises, comme si ce n'était pas un désastre naturel aléatoire, mais quelque chose de planifié, ou au moins quelque chose qui suivait une logique que nous ne comprenons pas. Nous ne savons pas avec certitude ce qui a causé le déluge de boue, mais nous savons que cela s'est produit. Les preuves sont sous nos pieds, dans chaque ville historique. Il suffit de creuser pour les trouver. Et la boue n'est pas la seule preuve physique. Il y a aussi les incendies. Les historiens documentent une série de grands incendies urbains au XIXe siècle. Londres, Chicago, Boston, San Francisco, Moscou, Hambourg, des dizaines de villes dévastées par les flammes, souvent complètement reconstruites après. Le récit officiel présente ces incendies comme des accidents, des lampes renversées, des fourneaux surchauffés, la combinaison habituelle de malchance et de matériaux inflammables. Mais quand tu regardes les détails, des anomalies émergent. Les incendies étaient extraordinairement complets. Ils ont tout brûlé, incluant des matériaux qui normalement résistent au feu. Ils se sont propagés avec une vitesse impossible, sautant par-dessus des fleuves et des espaces ouverts, et se sont éteints soudainement sans cause apparente. Dans certains cas, les incendies sont éclatés en plusieurs points simultanément, pas à partir d'une seule source qui se propageait, mais à partir d'allumages multiples synchronisés, comme si quelque chose les avait tous causés ensemble. Et puis, il y a le détail le plus étrange. Après beaucoup de ces incendies, les villes ont été reconstruites dans des styles architecturaux complètement différents. Pas des réparations des dégâts, mais une démolition complète de l'ancien et une construction du nouveau. Les incendies n'étaient pas des désastres, c'étaient des opérations de nettoyage, un moyen de détruire ce qui restait de l'ancien monde et de construire le nouveau sur ses cendres. Chicago a brûlé en 1871. Quand elle a été reconstruite, c'était une ville complètement différente. Des gratte-ciel là où avant il y avait des maisons en bois, de l'acier là où avant il y avait de la brique, comme si l'incendie avait été l'excuse pour imposer un nouveau type d'architecture, un nouveau type de ville, un nouveau type de monde. Et nous savons aussi ce qui s'est passé après, parce que les photographies nous le montrent. Les premières photographies de l'histoire datent de la fin des années 1830 et montrent quelque chose d'étrange, des villes vides. San Francisco en 1870, des rues larges, des bâtiments imposants, des infrastructures complètes, mais presque aucune personne visible. Un cheval par-ci et là, une calèche au loin, mais les rues sont désertes. L'explication officielle est technique. Les temps d'exposition longs de la première photographie ne permettaient pas de capturer des personnes en mouvement. Tout ce qui bougeait apparaissait flou ou invisible. Mais cette explication a des problèmes. Les chevaux sur les photos sont parfaitement nets, les feuilles des arbres sont immobiles, les drapeaux ne flottent pas. Les photos montrent des conditions statiques, des moments de calme, des situations où même les personnes immobiles auraient dû apparaître. Et surtout, où sont les personnes immobiles? Les vendeurs à leurs étals, les gardiens aux portes, les mendiants au coin des rues, les personnes qui, dans chaque ville à chaque époque, simplement se tiennent debout et regardent. Les premières photographies montrent des villes construites pour des centaines de milliers de personnes, mais occupées par quelques milliers seulement. Des infrastructures surdimensionnées pour des populations qui n'étaient pas là, des rues trop larges, des places trop grandes, des bâtiments trop nombreux pour les habitants documentés. C'est comme si les villes avaient été construites pour quelqu'un d'autre, ou comme si leurs habitants originaux avaient disparu, et que de nouveaux habitants, beaucoup moins nombreux, étaient en train de réoccuper lentement des espaces qu'ils n'avaient pas créés. Les censements de l'époque soutiennent cette interprétation. Les populations des villes américaines ont cru à des vitesses impossibles dans la seconde moitié du XIXe siècle. Chicago est passé de 30 000 habitants à plus d'1 million en 50 ans. Une croissance qui ne peut pas être expliquée seulement par les naissances et l'immigration. D'où venaient toutes ces personnes et où allaient-elles vivre?
Elles allaient vivre dans des villes déjà construites, des villes que quelqu'un d'autre avait édifiées, des villes qui avaient été vidées par quelque chose et qui étaient maintenant remplies à nouveau. Ce n'était pas de la croissance, c'était du repeuplement. Et cela nous amène à la preuve la plus inquiétante de toutes, les enfants. Entre 1850 et 1930, des centaines de milliers d'enfants ont été distribués à travers des programmes institutionnels dans tout le monde occidental. Aux États-Unis, les fameux trains d'orphelins ont transporté plus de 200 000 enfants des villes de la côte Est vers les fermes du Midwest et de l'Ouest. En Angleterre, des organisations comme Barnardos ont envoyé 350 000 enfants dans les colonies. En France, les enfants trouvés ont traité 100 000 enfants rien qu'à Paris. L'histoire officielle présente ces programmes comme des œuvres de charité, des enfants orphelins, abandonnés, pauvres, sauvés de la misère des villes industrielles et donnés à des familles aimantes qui pouvaient les élever. Mais les registres racontent une histoire différente. Les documents d'admission de ces enfants sont étrangement uniformes. Origine inconnue, parents décédés ou non disponibles, aucun certificat de naissance trouvé, sans documentation. Pas certains enfants, pas la majorité, presque tous. Des centaines de milliers d'enfants sont apparus de nulle part, sans parents, sans famille, sans histoire, et ont été systématiquement distribués dans tout le monde occidental. D'où venaient-ils ? Une possibilité est qu'ils étaient vraiment orphelins, des enfants de parents morts dans les épidémies, les famines, les guerres de la période. Mais si c'était le cas, des registres des décès des parents devraient exister, des certificats de naissance originaux devraient exister. Une trace quelconque de leur existence avant l'admission aux orphelinats devrait exister. Ces traces n'existent pas. Une autre possibilité, plus inquiétante, est qu'ils étaient les survivants de la civilisation que le Reset avait effacée. Des enfants dont les familles avaient disparu dans la catastrophe, des enfants qui n'avaient pas de documents parce que le système qui aurait dû les documenter n'existait plus. Des enfants de l'ancien monde redistribués dans le nouveau. Et si tu regardes les dates, le schéma devient encore plus clair. Les programmes de distribution des orphelins ont commencé juste après la période que nous identifions comme le Reset et ont continué exactement jusqu'à ce que les populations des villes atteignent des niveaux stables. Ce n'était pas de la charité, c'était de la relocalisation, un repeuplement systématique d'un monde vidé. Partagez cette vidéo avec ceux qui méritent de connaître ces preuves. Chaque partage est un acte de résistance contre l'oubli programmé. Mais s'il y a eu une catastrophe, s'il y a eu un reset, pourquoi n'avons-nous pas de mémoire? Pourquoi aucun document de l'époque ne l'a décrit clairement? La réponse est simple et terrible. Parce que les documents ont été réécrits, l'histoire a été reconstruite, le passé a été inventé pour cacher ce qui s'était réellement passé. Pensez à ce que signifie réécrire l'histoire. Il ne suffit pas de brûler les livres, il ne suffit pas de détruire les archives. Tu dois créer de nouveaux livres, de nouvelles archives, de nouvelles chroniques qui racontent la version que tu veux faire croire. Et tu dois modifier les preuves physiques, les bâtiments, les monuments, tout ce qui pourrait révéler que le passé était différent de ce que tu présentes. C'est exactement ce qui s'est passé au XIXe siècle. Entre 1830 et 1910, presque chaque grande cathédrale d'Europe a subi des travaux de restauration massifs. Notre-Dame, la cathédrale de Cologne, Westminster, le Dôme de Milan, des dizaines d'autres bâtiments, tous à la même période, tous avec le même schéma. Des éléments originaux enlevés, des nouveaux éléments ajoutés, des symboles effacés, des histoires réécrites, des bâtiments transformés pour correspondre à un récit inventé du Moyen-Âge. Ce n'étaient pas des restaurations, c'étaient des réécritures architecturales, la création physique d'un passé qui n'avait jamais existé. Et ce n'étaient pas seulement les bâtiments, c'étaient les livres d'histoire, les encyclopédies, les programmes scolaires. Tout a été réécrit pour raconter une histoire cohérente, une histoire de progrès graduel du Moyen-Âge à l'ère moderne, une histoire qui cachait le trou, la catastrophe, le reset. En 1870, chaque nation européenne avait un système scolaire standardisé qui enseignait la même version de l'histoire. En 1900, cette version était devenue un dogme. En 1950, quiconque la remettait en question était considéré comme fou. La réécriture était complète. L'ancien monde a été effacé, le nouveau monde a oublié qu'il n'y avait jamais eu autre chose. Mais les preuves survivent.
dans les rez-de-chaussée enterrés des villes, dans les photographies des rues vides, dans les registres des orphelins sans origine, dans les fondations des cathédrales qui descendent plus profondément qu'elles ne le devraient, dans les cartes qui montrent un empire disparu. Les preuves sont partout, il suffit de savoir où regarder. Alors, que s'est-il réellement passé entre 1780 et 1850 ? Nous ne pouvons pas le savoir avec certitude. Les documents ont été détruits ou falsifiés. Les témoins sont morts sans laisser de traces. La vérité a été enterrée, comme les villes qu'elle a ensevelies. Mais nous pouvons reconstruire un schéma, assembler les fragments, imaginer une séquence qui explique toutes les anomalies. Imaginez un monde avant le Risept, un monde avec une technologie avancée, avec une architecture impossible, avec une civilisation qui s'étendait d'un océan à l'autre. Un monde que les cartes appelaient Tartarie, mais qui avait peut-être un autre nom, un nom que nous ne connaissons plus. Imaginez une catastrophe. Nous ne savons pas ce qui l'a causée. Peut-être un événement cosmique, peut-être une guerre avec des armes que nous ne comprenons pas, peut-être un désastre naturel de proportions inimaginables. Mais quelque chose s'est produit. Quelque chose qui a obscurci le soleil, qui a enseveli les villes sous des mètres de boue, qui a tué la plus grande partie de la population. Imaginez les survivants, peu nombreux, désorientés, sans les connaissances pour maintenir la technologie dont ils avaient hérité, qui se sont réfugiés dans les structures restées debout, qui ont commencé à creuser pour sortir de la boue, qui ont essayé de reconstruire ce qu'ils pouvaient. Imaginez quelqu'un d'autre qui est arrivé après, peut-être de l'extérieur, peut-être de l'intérieur, des groupes qui étaient restés isolés pendant la catastrophe, des gens qui ont vu l'opportunité de prendre le contrôle d'un monde dévasté, qui ont commencé à organiser les survivants, qui ont écrit une nouvelle histoire pour justifier leur propre pouvoir. Imaginez tout cela, et soudain, les anomalies disparaissent, les chiffres concordent, les dates s'alignent, le schéma devient clair. Ce n'est pas une preuve, c'est une reconstruction. Mais c'est une reconstruction qui explique ce que l'histoire officielle n'arrive pas à expliquer. Mais il y a un autre élément que nous n'avons pas encore discuté, la technologie. Si la civilisation d'avant le Reset était si avancée, où est allée sa technologie ? Pourquoi, après 1850, avons-nous dû tout réinventer ? Pourquoi la révolution industrielle s'il existait déjà quelque chose de supérieur ? La réponse pourrait se trouver dans ce qui a été systématiquement enlevé. Les cathédrales européennes, avant les restaurations du XIXe siècle, avaient des caractéristiques que nous ne comprenons pas encore complètement aujourd'hui. Des coupoles revêtues de cuivre, des flèches métalliques qui pointaient vers le ciel, des sphères dorées au sommet, des éléments que les historiens de l'art appellent décoratifs, mais que les ingénieurs reconnaissent comme quelque chose d'autre. Des antennes, des condensateurs, des collecteurs d'énergie atmosphérique. Les recherches de Nikola Tesla à la fin du XIXe siècle n'étaient pas des innovations, c'étaient des redécouvertes. Tesla essayait de recréer quelque chose qui existait déjà. C'était comme s'il suivait un manuel, un protocole, un ensemble d'instructions provenant d'une source centrale. Qui a écrit ce manuel ? Qui a coordonné cet effort continental ? Les registres officiels ne le disent pas, mais les résultats parlent d'eux-mêmes. Trop d'uniformité pour être une coïncidence, trop de précision pour être de l'improvisation, trop de synchronie pour être indépendant. Il y a aussi la question des académies. Au XIXe siècle, dans toute l'Europe sont nées des académies des beaux-arts et des écoles d'architecture qui ont standardisé l'enseignement. L'école des beaux-arts à Paris, la Royal Academy à Londres, les Kunstakademien en Allemagne. Ces institutions ont défini ce qu'était l'architecture légitime, ce qu'était le gothique, ce qu'était le roman, ce qu'était le classique. Elles ont créé des catégories, des styles, des périodes. Elles ont écrit l'histoire de l'architecture que nous enseignons encore aujourd'hui. Mais leur définition correspondait-elle à la réalité des bâtiments existants, ou les bâtiments ont-ils été modifiés pour correspondre aux définitions ? C'est une question inconfortable, mais nécessaire. Parce que quand tu regardes les photographies des bâtiments avant les restaurations, ils ne correspondent pas exactement aux catégories que les académies allaient ensuite définir. Ils avaient des éléments mélangés, des styles qui ne se conformaient pas au canon, des caractéristiques qui défiaient la classification. Après les restaurations, magiquement, tout rentrait dans les catégories. Le gothique est devenu du pur gothique, le roman est devenu du pur roman. Les anomalies ont disparu, les bâtiments ont commencé à correspondre au manuel. Mais les livres décrivaient-ils les bâtiments ou les bâtiments ont-ils été réécrits pour correspondre aux livres ? La réponse, de plus en plus clairement, semble être la seconde. Il y a un autre détail qui mérite attention, les dates officielles de construction.
Avant le 19e siècle, les dates de construction des cathédrales étaient souvent vagues, basées sur des traditions orales, des chroniques monastiques d'une exactitude douteuse ou simplement des estimations. Il n'existait pas de chronologie précise universellement acceptée. C'est pendant l'ère des restaurations que cette chronologie a été fixée. Des historiens et des architectes ont établi des dates précises. 1163 pour le début de Notre-Dame, 1248 pour Cologne, 1245 pour Westminster. Ces dates sont entrées dans les manuels et sont devenues des faits indiscutables. Mais sur quoi se basaient-elles ? Souvent sur des documents découverts pendant les restaurations elles-mêmes, des pierres angulaires avec des dates gravées trouvées pendant les travaux, des parchemins découverts dans les cryptes, des inscriptions mises au jour par les fouilles. C'est pratique, vous ne trouvez pas ? Les restaurateurs qui modifiaient les bâtiments étaient les mêmes qui trouvaient les preuves des dates de construction, les preuves qui justifiaient leur modification, les preuves que personne n'avait vues avant et que personne ne pouvait vérifier indépendamment. Je ne dis pas que toutes ces preuves étaient fausses, mais la possibilité que certaines l'étaient ou qu'elles ont été interprétées sélectivement pour soutenir un récit prédéterminé est réelle. Et une fois que ces dates sont entrées dans les manuels, elles sont devenues impossibles à remettre en question. Quiconque osait douter était écarté comme excentrique, dilettant, non qualifié. L'histoire est devenue un dogme et le dogme se protège lui-même. Parlons enfin des guerres. Au XXe siècle, 2 guerres mondiales ont dévasté l'Europe. Beaucoup de cathédrales ont été dommagées ou détruites, et après chaque guerre, elles ont été reconstruites. Mais reconstruites comment ? Selon les plans du XIXe siècle, selon l'aspect que les restaurations victoriennes avaient créé, pas selon un hypothétique état original médiéval, mais selon l'état post-restauration. En d'autres mots, chaque reconstruction du XXe siècle a consolidé davantage les modifications du XIXe, a rendu permanent ce qui avait été changé, a effacé toute possibilité de retourner à quelque chose d'antérieur. La cathédrale de Reims, lourdement bombardée pendant la Première Guerre mondiale, a été reconstruite selon les dessins de Viollet-le-Duc, pas selon d'hypothétiques originaux médiévaux. Les églises allemandes détruites pendant la Seconde Guerre mondiale ont été reconstruites en suivant les modèles des restaurations du XIXe siècle. Chaque destruction est devenue une opportunité pour consolider le nouveau récit. Chaque reconstruction a effacé un peu plus la possibilité de découvrir ce qu'il y avait réellement avant. Et aujourd'hui, quand nous regardons ces cathédrales, nous ne regardons pas le Moyen-Âge, nous ne regardons même pas le XIXe siècle, nous regardons des reconstructions, d'interprétations, de modifications, de bâtiments dont l'origine réelle est enterrée sous des couches d'intervention, chacune desquelles a effacé un peu plus de la vérité. C'est comme une photocopie d'une photocopie d'une photocopie. Chaque génération plus éloignée de l'original, chaque copie plus floue, plus déformée, plus éloignée de la vérité. Mais la vérité originale existe encore sous les fondations, dans les documents oubliés, dans les photographies que personne n'a pensé à censurer, dans les incohérences qu'aucune explication officielle n'arrive à résoudre. Elle est là, à attendre d'être trouvée par ceux qui auront le courage de la chercher. Cette investigation n'est que le début. Les 100 ans de restauration suspecte ont laissé des traces, des documents, des témoignages, des anomalies architecturales qui ne peuvent pas être expliquées par le récit officiel. Dans les prochains épisodes, nous explorerons des cas spécifiques, des cathédrales où les preuves sont encore visibles pour qui sait où regarder. Avec chaque preuve que vous partagez, l'ancien monde n'est pas perdu pour toujours, il est enterré. Ce qui est enterré peut être déterré. La pierre se souvient, même quand nous oublions. Et peut-être qu'un jour, nous nous souviendrons nous aussi. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer cette investigation. Dans les prochains épisodes, nous explorerons des preuves spécifiques, des documents survivants, des photographies jamais analysées, des structures souterraines jamais cartographiées. L'histoire officielle n'est que la surface. La vérité est plus profonde et cette profondeur est exactement là où nous irons. Restez éveillés, restez curieux, restez libres et n'arrêtez jamais de poser de questions.